Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapantes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Smith, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnesssmith.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnesssmith.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ce soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de cortisol, de graisse sur le ventre, de coupe-faim et de personnalité. Mais avant de démarrer, il faut savoir que j'ai publié ce week-end un contenu qui s'appelle Tout sur l'échauffement en musculation. Donc vous pouvez aller voir, je vous ai mis le lien directement dans les notes de cet épisode. On parle de pourquoi et comment un échauffement est essentiel pour préparer le corps et l'esprit à l'effort. On apprend à le structurer, les meilleures pratiques, les techniques diverses d'échauffement. Pourquoi il faut faire attention avec les techniques type stretching et échauffement type cours de PS habituel, l'impact de l'échauffement avec matériel spécifique, parce qu'il y a des nouvelles méthodes pour s'échauffer qui permettent d'être plus performants. Alors c'est souvent étudié sur les athlètes, mais vous pouvez le faire chez vous. Je réponds aussi à une question que m'avait posée un des internautes je sais pas si on dit encore ça, mais des abonnés, on va dire plutôt, sur l'échauffement et les séances, par exemple, quand on s'entraîne dans un garage et que la température commence à baisser sérieusement. Donc j'essaie de répondre à tout ça. Je donne les références scientifiques en parallèle, évidemment, si vous avez besoin d'aller voir, et puis aussi des références de terrain par rapport à mes propres entraînements depuis une vingtaine d'années. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien, ça s'appelle Tout sur l'échauffement en musculation, pour démarrer directement. Voilà. Donc c'est en note de cet épisode. Alors, premier sujet du podcast, miser sur l'eau pour brûler les calories naturellement. C'est un article que j'ai trouvé sur le site Nutrition Fact, qui s'appelle Boosting Your Metabolism Safely, un truc comme ça. Donc miser sur l'eau pour brûler les calories naturellement. Donc alors les mesures c'est en américain, quoi, je vais dire, c'est pas les mesures européennes, françaises. Donc boire 2 tasses d'eau peut augmenter le taux d'une hormone, la noradrénaline, de 60% en quelques minutes, comparable à l'effet de médicaments amaigrissants sur les risques associés. Alors, les médicaments amaigrissants, on imagine que c'est ceux ultra-modernes dont tout le monde parle en ce moment, donc je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Des études montrent qu'un apport de 2 tasses d'eau augmente le métabolisme de 30%, démarrant en 10 minutes et atteignant un pic en 1 heure. Cet effet permettrait de brûler 100 calories par jour si consommé 4 fois dans la journée. Oui, si vous avez envie de brûler plus que 100 calories par jour sans avoir à faire des trucs exceptionnels, la meilleure stratégie, c'est de supprimer le grignotage ou collation, on l'appelle comme on veut. Pour moi, c'est un petit peu la même chose, parce qu'on peut très bien faire une collation de mauvaise qualité, on peut très bien faire une collation de bonne qualité. Donc le grignotage, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est que quand c'est de l'alimentation de mauvaise qualité ? Est-ce que c'est que quand c'est très fréquent dans la journée ? Mais il y a des gens qui prennent 2-3 collations par jour, donc c'est ce qui me semble être fréquent aussi. Donc c'est toujours... le corps ne sait pas faire la différence entre le mot collation et le mot grignotage. Lui, ce qu'il voit, c'est des calories arrivées, et c'est tout, quoi. Donc on peut très bien réduire de 100 calories
sa diète sans boire plus. Mais bon, l'avantage de l'hydratation, c'est que ça pose pas de problème, puisque quand on fait du sport et tout ça, souvent, on a du mal à se réhydrater. Donc voilà. Donc les résultats sur la perte de poids sont frappants. Dans un essai, des personnes consommant de l'eau avant les repas ont perdu en moyenne 5 kilos de plus sur 3 mois que celles n'ayant pas cette habitude. Alors là, j'apprends rien à tous ceux qui sont membres VIP. J'avais fait un très long cours sur l'eau et sur comment l'utiliser pour perdre de la graisse. Donc, si vous tapez eau sur l'espace VIP, vous trouverez hydratation, les bons mots-clés, vous trouverez facilement. Notamment une vidéo, une enquête que j'avais appelée «L'eau, une méthode simple pour sécher et booster son métabolisme de 40%», où j'expliquais comment brûler jusqu'à 17 400 calories de plus par an, sans faire plus de sport, ni se mettre plus à la diète. Et donc tout ça, je vous le détaille dans le... Alors voilà, si vous avez envie de le voir, vous tapez ce que je viens de vous dire, «L'eau, une méthode simple pour sécher et booster son métabolisme de 40%» sur Google. Vous trouverez facilement si vous ajoutez le mot-clé Fitness Miss en plus. Bref, donc moi je suis assez pour ce genre de méthode, puisque dans tous les cas, comme ils disent là, boire avant chaque repas a permis une perte de poids de 44% plus rapide chez les adultes en régime hypocalorique. C'est vrai. Et c'est d'ailleurs la petite astuce de boire avant les repas. Il y a certains naturopathes qui aiment bien, d'autres qui aiment pas, parce que l'eau, il y en a plein qui n'aiment pas mélanger liquide et solide, comme il y en a qui n'aiment pas mélanger, par exemple, protéines et glucides lors d'un repas. Il y avait toute une mode là-dessus sur l'assimilation, parce que les gens partaient du principe que dans l'estomac, on pouvait être soit basique, soit acide, alors que l'estomac, il est tout le temps acide, donc il n'y a pas de moment où il est basique. L'estomac, c'est acide. Point. En tout cas, chez l'homme, après peut-être chez certains animaux, je ne connais pas, mais chez l'homme, c'est acide. Donc, les histoires de fermentation et tout, c'est un petit peu au cas par cas, et plus des inconforts digestifs de chacun que des grandes règles sur la diététique, quoi. Enfin, la physiologie plutôt. Donc voilà, donc la petite astuce, si vous avez envie de brûler un peu plus de calories, c'est déjà de boire un peu plus. Mais il y a toujours une problématique, moi j'aime bien être honnête, parce que c'est bien d'avoir des bons conseils comme ça, mais fondamentalement, quand on a faim, on pense pas à boire de l'eau. Quand on a faim, on a envie de se mettre quelque chose sous la dent, on n'a pas envie de boire, quoi. Et c'est vrai que d'avoir le réflexe systématique, parce que en plus l'effet de l'eau, c'est pas immédiat. C'est pas, je pense que c'est un peu pour ça que c'est pas adopté massivement par les gens qui souhaitent perdre du poids, parce que l'hydratation, donc de boire de l'eau quand on a faim, il y a un delta, enfin pas un delta, un délai entre le moment où vous allez boire et le moment où la faim va s'estomper. Et ce délai, étant donné qu'il est assez conséquent, puisque quand on a faim, 10 minutes à peu près, comment dire, c'est beaucoup. C'est peu, mais c'est beaucoup quand on a la dalle. Eh bien, on n'arrive pas à faire le lien. Enfin, notre cerveau, le réflexe du cerveau de se dire j'ai faim, je bois, n'arrive pas à se faire en fait. Et il faudrait que ce soit vraiment immédiat. C'est pour ça que quand on mange quelque chose, un fruit ou autre, on arrive à faire le lien immédiat. Je mange, donc ça calme. Mais très souvent, c'est pour calmer une émotion, comme on en parle très régulièrement. On n'a pas envie de calmer une faim, on a envie de calmer une émotion comme l'ennui, l'énervement, je sais pas, la joie parfois même, avec des calories et du sucre, du gras, du sel, quelque chose de plaisant dans la bouche pour soit fêter ça, soit ramener un état de mal-être à un état de bien-être. Et malheureusement, l'eau, c'est pour ça d'ailleurs que les eaux aromatisées ont plus de succès, parce que justement, elles jouent sur cette corde-là. Ça veut pas dire que je les recommande, hein, ça veut juste dire que si vous ajoutez du sucre à une boisson, tout de suite, elle devient beaucoup plus séduisante. Et d'ailleurs, vous savez que beaucoup de bodybuilders ou même de personnes qui font attention quand ils se préparent pour un événement, qui ont envie de vraiment sécher, ils tournent beaucoup avec des sodas light zéro. Et moi le premier, hein, ça m'est arrivé par le passé d'en avoir une consommation jusqu'à 2 canettes par jour. Vous savez, les vraies canettes de 33 là, de Coca Light, j'en prenais une à 11h du matin et une
parfois dans la soirée ou autre, quand j'avais vraiment envie de manger quelque chose parce que j'étais très à la diète et que j'avais envie de quelque chose de sucré et je coupais tous les glucides, eh ben, je pouvais prendre une canette comme ça, ou le matin ou le soir, ou parfois les 2. Bon, ça remonte, à quelques années, mais c'est quelque chose que j'utilisais. Donc il y a forcément le petit goût sucré qui m'aidait un peu à tenir, mais il y avait aussi les 330 millilitres qui me permettaient, ça reste du liquide, hein, même si c'est pas de l'eau pure, ça restait du liquide, qui devait m'aider un petit peu au niveau de la satiété, et puis le côté gazeux et tout, quoi. Alors c'est pas une pratique que je recommande, mais je peux pas être malhonnête en vous disant que je l'ai jamais fait, quoi. Je suis obligé de vous dire que je l'ai utilisé et ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Quand je vais boire ce genre de boisson, ça va être lors d'un apéritif avec des amis ou autre, mais ou alors même en semaine, je peux en boire un petit peu de temps en temps, mais c'est pas un rituel coupe-faim, c'est plutôt voilà un petit plaisir de temps en temps, quoi. Alors, deuxième sujet, et si le cortisol expliquait votre prise de poids? Je sais que le cortisol, ça reste quand même, c'est dans le journalisme et tout ça, il y a un peu comment on appelle ça? Ça a un nom dans le journalisme. Je j'arriverai pas à le retrouver, heu, je crois que c'est un marronnier. On appelle ça un marronnier. Quand on sort un article, où on sait que c'est l'article qui a déjà fait vendre par le passé, donc on ressort, on ressort, on ressort, heu, dès que les ventes baissent un petit peu, quoi. Donc le cortisol en fait partie, en tout cas actuellement, parce que, parler de cortisol, parler de prise de poids, c'est parler autrement de la perte de poids que de la réduction calorique ou de l'augmentation, de l'activité physique. Donc ça séduit beaucoup de gens puisque on les dédouane de devoir faire un régime, hypocalorique ou de devoir augmenter leurs dépenses caloriques, donc ça les séduit forcément puisque c'est un discours, enfin, le cortisol va souvent s'insérer dans un discours de, entre guillemets, «de confort». Voilà, puisque ça va être de faire, de prendre soin de son niveau de stress, blablabla, blablabla, alors que, enfin bon, bref. Donc le cortisol, hormone produite en réponse au stress, pourrait contribuer à la prise de poids. Alors, c'est un article de lanutrition.fr, hein, voilà, je précise. Surtout au niveau de l'abdomen. Donc, la prise de poids stockée sur le bide en réponse au cortisol, en tout cas principalement orientée vers l'abdomen. Alors pas forcément que sous-cutané, mais également viscéral, hein. Donc le gras qu'on n'a pas envie d'avoir. En situation de stress prolongé, le cortisol favorise le stockage de graisse, en particulier autour de la taille, créant ce qu'on appelle le ventre de cortisol. Donc nouvelle expression, hein. Des recherches montrent que des niveaux élevés de cortisol sont associés à une augmentation significative de la graisse abdominale. Chez les personnes stressées de façon chronique, le cortisol reste élevé, ce qui perturbe la répartition des graisses et favorise l'appétit pour des aliments riches en sucre. Normal, hein, et normal pourquoi? Une fois que vous l'aurez compris, enfin expliqué, que je vous l'aurai expliqué comme ça vous paraîtra beaucoup plus clair. Le cortisol, en fait, quand vous le faites sortir pour réponse à un stress, alors un stress physique, un stress psychologique, un stress, vous voyez, entendez un stress, quoi. Le cortisol va sortir, il va aller taper au carreau du foie pour lui demander: «Libère-moi un peu de quelque chose pour que je puisse en faire du glucose, quoi, pour en faire de l'énergie». Donc le foie, ça va être principalement ça, mais il peut également aller, cataboliser, des acides aminés au niveau enfin du muscle en gros, ou des graisses. Mais il va quand même chercher toujours à faire remonter le taux de sucre, donc il faut qu'il se débrouille pour faire remonter le taux de sucre, et heureusement que le cortisol est là, sinon durant la nuit, on crèverait d'une hypoglycémie puis d'une mort, quoi, tout simplement. Et bien pourquoi ça donne envie de manger du sucre? Parce que comme je vous ai dit à l'instant, ils cherchent par tous les moyens à faire du sucre, à les libérer ou convertir autre chose en sucre. Donc libérer par exemple du glycogène ou autre, mais surtout enfin, dans tous les cas, lui ce qu'il veut, c'est faire monter la glycémie. Donc amener de l'énergie pour que l'individu stressé puisse fonctionner. Donc ça va forcément induire une appétence pour combler ce qu'on vient d'utiliser, donc du sucre. Alors vous allez me dire: «Oui, mais avant comment on faisait? On n'avait pas accès à tout ce sucre, donc c'est le monde moderne». Alors peut-être qu'on s'est adapté à ce monde moderne-là, de savoir qu'il y a du sucre partout, du coup on en a envie. J'ai envie de vous dire, à l'époque paléo, s'il y avait eu, des distributeurs de Mars, des fruits à toutes les saisons et tout,
Eh bien, peut-être qu'ils auraient eu aussi cette appétence, peut-être qu'ils l'avaient cette appétence, mais ils mangeaient ce qu'ils pouvaient, en fonction des saisons. Nous, le truc, c'est que on va avoir davantage envie de sucreries quand il y a un fort stress en permanence, quoi, et que le taux de cortisol est élevé. Donc une étude menée à Londres sur des hommes a révélé que ceux avec les taux de cortisol les plus élevés le matin avaient un tour de taille plus large, ce qui est, encore une fois, c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir un taux élevé de cortisol le matin. Trop élevé, certainement, mais le taux élevé le matin de cortisol, c'est la norme. C'est-à-dire que le cortisol commence à sortir milieu fin de nuit pour atteindre son pic quand vous sortez du lit, puisque il est là pour vous donner de l'énergie. Et après, il va décroître au fur et à mesure de la journée pour être au plus bas quand vous allez vous coucher le soir. Donc ça, c'est la courbe normale de la sécrétion de cortisol. Donc par ailleurs, un excès de cortisol peut entraîner des symptômes visibles comme un visage gonflé appelé cortisol face. Alors ça, si vous avez déjà fait un traitement au cortisol, enfin pas au cortisol, mais à la cortisone pour je sais pas, peut-être une infection ou quoi, je suis pas médecin, mais parfois la cortisone peut être prescrite. Eh bien, très souvent, l'effet secondaire le plus visible, c'est une forte rétention d'eau, quoi. Hein. Et ça se voit au niveau, on a l'impression d'avoir des joues presque comme si on nous avait arraché les dents de sagesse, quoi. Alors, pour diminuer son cortisol, des stratégies comme le sport, une alimentation équilibrée, la méditation peuvent aider à réduire l'impact du stress et ses effets métaboliques. Alors, le sport, dans l'immédiateté, non, ça fait plutôt l'inverse, mais sur le long terme, ça aide plutôt à le réduire au moment où on n'en a pas besoin. En fait, à le réduire à des moments où on était stressé de manière chronique. Voilà. Donc c'est encore une fois, c'est le phénomène de rebond, c'est-à-dire que quand on fait du sport, on s'abîme pour être plus fort, et c'est pas que musculairement, c'est également métaboliquement, quoi. Hein. Et encore une fois, c'est la dose qui fait le poison. Plus vous en faites, ça veut pas dire que plus vous en faites, plus ça va aller. Il faut trouver le bon équilibre entre votre capacité de récupération et l'activité physique. Voilà. Alors le troisième sujet, c'est comment la personnalité peut influencer notre niveau d'activité physique, nos activités physiques, quoi. Donc ça, c'est un article sur Science Daily, donc une étude de l'université alors je sais pas comment on le prononce, hein, de Jyväskylä en Finlande révèle que notre personnalité influence notre manière de bouger et de rester assis. En suivant des individus pendant plusieurs années, les chercheurs ont observé 5 types de personnalités, donc résilients, ordinaires, fragiles, très disciplinés, peu disciplinés. Donc on comprend facilement ce que ça veut dire. Et les résilients, qui sont extravertis et consciencieux, passent plus de temps à pratiquer une activité physique soutenue, mais aussi à rester assis longtemps. Donc ils ont un petit paradoxe, mais c'est comme ça. À l'inverse, les personnes, les fragiles, souvent anxieuses, se lèvent plus souvent lorsqu'ils sont assis, ce qui est bénéfique pour la santé. Ouais, ils sont anxieux. Et un bon équilibre entre le temps passé à faire des exercices et celui passé assis a été constaté chez les profils résilients et ordinaires. Ordinaire, ça veut dire équilibré entre tous les profils. Hein. Ce qui pourrait réduire le risque de mortalité à 10 ans. Les chercheurs pensent que alors à 10 ans, ça veut dire sur les 10 années qui suivent le test, hein, en gros. Donc les chercheurs pensent que ces découvertes pourraient aider à créer des programmes de santé adaptés aux différentes personnalités afin de motiver les gens à bouger davantage et à interrompre leur période d'inactivité. Alors ça, je vous en parlerai dans pas très longtemps, de plus en détail. Donc, alors ce sera pour les VIP bien sûr, mais je vous en parlerai plus en détail. Là, je vous donner un petit peu d'informations. Alors, on va reparler un petit peu de l'échauffement parce que je sais qu'il y en a beaucoup surtout en muscu, qui sautent très régulièrement l'échauffement. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'attaque ma séance de muscu, ce que j'ai en tête avant de faire ma séance, c'est je me visualise déjà ce que j'attends avec hâte, c'est de me sentir congestionné, brûlé sous la charge de travail que je vais manipuler, et que le muscle cible du jour soit ultra stimulé, c'est-à-dire quand je fais les biceps, je veux que ce soit les biceps et pas les trapèzes, le dos ou l'avant d'épaule. Quand je fais les pecs, j'ai envie que ce soit les pecs et pas les triceps ou l'avant d'épaule. Quand je fais le dos, j'ai envie que ça soit le dos et pas l'arrière d'épaule, les avant-bras et les biceps. Enfin voilà quoi. Vous avez compris, j'ai vraiment envie à chaque fois de solliciter le muscle du jour et de pas bricoler, de passer du temps en fait
à faire monter la température, l'échauffement et tout. Pendant pas mal d'années, j'ai fonctionné en fait avec l'échauffement le plus classique qui puisse exister, c'est-à-dire un peu de L-Fly pour l'arrière d'épaule et enfin l'arrière d'épaule, pas l'arrière d'épaule, qu'est-ce que je raconte? La coiffe des rotateurs, l'infraépineux et de faire après du progressif sur le premier mouvement pour bien rentrer dans ma séance. Alors moi je trouve que l'échauffement par exemple pour le bas du corps, pour les cuisses est beaucoup plus important, en tout cas au niveau heu, conditions cardiovasculaires, sensation de brûlure, et même raideur et tout. Donc quand on fait des squats ou de la presse ou des mouvements comme ça très taxants ou des fentes ou des ce que vous voulez, on voit bien que souvent on est plus performant sur le deuxième exercice ou après beaucoup de séries de chauffe. C'est le bas du corps, en tout cas chez moi, ça demande, et même quand je vais courir, hein, c'est la même chose, j'ai besoin d'un certain temps avant que le bas du corps soit vraiment bien irrigué, bien chauffé, bien lubrifié. Alors que le haut du corps, déjà les charges sont moins importantes, hein, et il faut mettre les choses au clair. Quand vous vous entraînez le haut du corps, très souvent, si vous vous entraînez le haut et le bas, vous vous rendez bien compte que vous mettez beaucoup plus de poids quand vous faites le bas que quand vous faites le haut, hein. Enfin, c'est dans la logique. Mais on voit qu'il y a cette différence-là. Et puis, alors, moi, j'ai une autre hypothèse. Est-ce que c'est parce que le bas du corps, il est à distance du cœur aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un lien, vous savez, le travail de pompe et tout, d'envoyer du sang tout en bas? Je sais pas. Je suis pas après physiologiste, hein, mais est-ce que ce travail de pompe n'est pas, il y a le fait que l'organe pompe soit à distance du muscle cible, quoi. Donc par exemple les mollets, les ischios, les fessiers, les quadris, c'est les muscles les plus à distance, on va dire, du cœur. Je sais pas, j'ai pas envie de rentrer dans la bro science, mais c'est en tout cas des pistes que moi j'explore comme ça parce que globalement l'échauffement pour le bas du corps, il a besoin d'être légèrement plus long, en tout cas chez moi. Mais bon, ça, c'est l'échauffement classique, comme je vous ai dit, on monte progressivement et tout. Alors, il y a pas mal de personnes qui ne savent pas s'échauffer et qui ne font même pas le minimum syndical que je viens d'expliquer là. C'est-à-dire que parfois, ils font n'importe quoi, ils se mettent sur un vélo d'appartement ou un tapis de cardio ou autre, et puis ils font du cardio pendant 10 minutes et après, ils passent à leur séance. Il y en a d'autres, ils commencent direct barre à vide et puis ils commencent à s'entraîner quasiment immédiatement. C'est pas la bonne façon de s'échauffer et en fait, il faut vous dire une chose, c'est qu'un échauffement bâclé, c'est des performances de la séance qui vont pas être obtenues. Donc en gros, quand vous n'êtes pas bien échauffé, vous, vous allez quand même vous épuiser, exactement pareil que dans une autre séance, sauf que vous n'allez pas atteindre votre niveau de force maximale, tout va pas se passer, comme il faut, quoi. Ce qui veut dire que vous allez créer moins de dégâts musculaires et donc vous moins progresser. Donc l'échauffement, même si c'est parfois ennuyeux et tout, ça vous permet vraiment de rentrer dans votre séance aussi bien mentalement que physiquement, mais surtout d'atteindre une stimulation musculaire qui va être optimale. Et la problématique, c'est que alors l'échauffement, il peut servir aussi à quelque chose d'important, c'est qu'il peut servir à savoir si vous êtes dans une vraie fatigue ou l'inertie du canapé, quoi. C'est-à-dire une fatigue nerveuse, enfin pas nerveuse mais mentale ou autre, qui n'est pas liée au physique, mais qui est liée vraiment peut-être à ce que vous avez vécu dans la journée. Parce que des fois, on arrive à la salle, on n'a pas trop envie de faire un entraînement lourd. On se dit, allez, coûte que coûte, je me force. Et si on n'a pas d'échauffement, l'échauffement permet en fait de voir si cette fatigue perdure ou disparaît. Et si, en fait, si on fait pas cet échauffement, on s'entraîne totalement au hasard, quoi. Donc ça passe ou ça casse, et donc c'est en partie pour ça qu'il y a un risque de blessure important quand on fait pas l'échauffement, parce que l'échauffement permet de se dire finalement c'était dans la tête, je me sens de m'entraîner lourd, j'ai l'énergie, je sens aller monter, donc on peut y aller. C'est la personne qui n'a pas l'échauffement
Et ben en fait, il y va au hasard. Il se dit: «Allez, je m'écoute pas, je force, c'est dans la tête» et beh, peut-être que c'était pas dans la tête. S'il avait fait un échauffement, peut-être qu'il se serait rendu compte que la fatigue est toujours là ou une douleur est toujours là. Elle n'est pas partie, c'était pas juste un petit blocage, parce qu'on est resté trop longtemps assis ou autre. C'est quelque chose qui est là et qui ne part pas même après, un bon échauffement. Donc là, une personne qui s'échauffe est capable de dire: «OK, je me suis échauffé, j'ai toujours cette douleur au bas du dos, j'ai toujours cette, douleur, à l'arrière d'épaule ou autre. Je vais peut-être pas trop forcer parce que je le sens pas. La personne qui se chauffe pas, il se dit: «Oh, c'est normal, c'est parce que je suis pas encore bien chaud, je force et puis, quand je serai bien chaud en forçant, ça va passer». Bah, peut-être pas et peut-être qu'on va se blesser ou accentuer la douleur, quoi. Donc l'échauffement sert vraiment à tout ça, quoi. À se préparer, à savoir où on en est exactement et puis, forcément aussi à progresser en termes de masse musculaire ou même de sèche, hein, parce que quand vous êtes bien échauffé, l'entraînement se passe mieux, vous pouvez le prolonger un peu plus. Enfin bon, bref. Donc on va parler de tout un tas de choses sur l'échauffement, des dernières découvertes, des dernières méthodes pour les athlètes que vous pouvez utiliser chez vous, même si par temps froid et tout, puisqu'en ce moment on rentre dans la période froide, ça va vous intéresser. Donc le lien, il est en description, c'est tout sur l'échauffement. Et je vous remercie pour votre fidélité depuis toutes ces années et pour vos commentaires de soutien que vous me laissez sur les plateformes de podcast. Ça me fait toujours autant plaisir. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.